Bonjour. Allez, venez. Là, ils sont gentils à côté. Il n'y a que la dame en rose qui est un peu difficile. Monsieur, jolie femme en face. Allô? Allô, jolie femme, on lui parle, on laisse le téléphone. Christian peut se permettre de taquiner ses clients. Mais là, finissez de manger, vous êtes déjà en retard. Son restaurant est une institution à Saint-Jean-de-Luz. C'est une jolie femme, on en profite. Vous verrez, après, elle se barre et on fait la gueule. Au menu, des gambas juste poêlées, du jambon de pays, des piquillos, petits poivrons farcis à la morue, des recettes simples élaborées avec les produits locaux. Les clients se pressent pour les goûter et pour se frotter à l'âme basque. On a une clientèle d'habitués et le restaurant est surtout ouvert depuis 1932. La même famille. Et c'est la même cuisinière? C'est la petite fille de la cuisinière qui a créé le restaurant, qui est en cuisine. Et c'est les mêmes recettes depuis 83 ans. Cette petite fille, c'est Miranchou, la femme de Christian. Ça, c'est de l'alo, à ma façon. Garante de la tradition. Je suis née ici. Ma maman était enceinte de moi qu'elle servait déjà. Voilà. C'est vrai. J'ai appris comme ça, à l'œil. Je ne sais pas combien il me faut de poids, je suis incapable de dire. C'est à l'œil et au nez. Ça, c'est le poulet pour la 34 toujours. Les recettes sont puisées dans le patrimoine familial, comme les chipirons, les calamars à l'encre de sèche, un plat peu coûteux, préparé avec du vin blanc. Attention, je vais le servir en premier, le pauvre, parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Gaucho, il a la bouche pleine. Sa maman lui en faisait et il a l'habitude de manger des chipirons, il ne les aime qu'ici. Voilà. Une cuisine rustique et conviviale, qui souffre pourtant d'un manque de reconnaissance, car elle a du mal à se hisser sur les grandes tables. Au Pays Basque, il n'y a pas de restaurant 3 étoiles, pas même de 2 étoiles, alors qu'ils sont 80 en France. Pourtant, il y a ici tous les ingrédients qui composent une grande région gastronomique. Une forte identité locale avec un terroir riche et varié. La mer avec une tradition de pêche ancestrale. La montagne, ses fromages et sa charcuterie. Et un tourisme haut de gamme. De Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. Des clients prêts à dépenser pour bien manger. Aujourd'hui, une nouvelle génération de producteurs a décidé de sonner la révolte et faire du haut de gamme avec les produits du terroir. Comme Peyo Goicoechea et sa truite arc-en-ciel. Mais là, c'est incroyable. Le goût est incroyable. Jean-Marie au Safrin, lui, se bat pour sauver une race de porc basque, le Quintoa, un jambon au goût de sous-bois et de noisettes, qui veut rivaliser avec le Serrano espagnol ou le Parme italien. Et là, on arrive à avoir vraiment un goût long en bouche, mais vraiment un goût fort. Et ça nous représente un peu. Des aventures familiales, comme celle des frères Matin et Chabi Castanchoa. Ils ont changé de vie pour se lancer dans le piment d'Espelette, l'or rouge du Pays Basque. Il se dégage une odeur qui est vraiment très très agréable. Une nouvelle génération épaulée par 2 jeunes chefs enracinés dans ce terroir. Comme Fabrice Idiard, qui va chercher son inspiration dans les montagnes basques. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui offrir à nos clients de l'entrée au dessert du basque. Et puis les gens, je pense, quand ils viennent au Pays Basque, ils sont là pour ça aussi. Bonjour tout le monde. Même l'icône locale se dépoussière. Déjà, ils sont beaux. Le gâteau basque conquiert de nouvelles saveurs. Ouais. Hein? Ouh. Tous les jours pendant 2 heures,
Peyo Goicoechea, 27 ans, s'entraîne avec son frère. C'est quoi les règles là? Bon là, il n'y en a pas trop, il faut taper le plus fort possible. Elle fait bien plus mal celle-là que l'autre. Peyo est champion de France de pelote à main nue. Un sport auquel il joue depuis l'âge de 7 ans. Il lui doit sa force de caractère. On a quelques protections, mais après derrière, c'est à force d'apprendre à jouer, à force de jouer qu'on arrive à avoir de moins en moins mal, on se fait la mer, hein, comme on dit, dans le jargon de la pelote basque. Et au boulot, c'est pareil, hein, on peut souffrir, il y a des jours qui sont très durs, avec le froid, etc. Mais on s'y habitue, et puis voilà, c'est ce qui fait le charme aussi de travailler ici au Pays Basque. Cette détermination lui a aussi permis de développer l'entreprise familiale, une ferme aquacole. Au cœur de la forêt d'Aira, l'une des plus grandes concentrations de hêtres d'Europe, 20 bassins alimentés par les eaux de l'Arpea, dans lesquels Peyo élève des truites arc-en-ciel. Aujourd'hui, il fournit des restaurants étoilés à Paris, comme celui du Georges V ou le 3 étoiles d'Alain Passard, mais aussi la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. On va les piocher en bas là. Attendez, il te faut 6 truites pour le restaurant Loiry, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On va essayer de choisir les belles. Alors attends un petit peu qu'elles viennent. Vas-y. Peyo laisse ses truites grandir pendant 4 ans, soit 2 fois plus longtemps que dans une ferme classique. C'est une jolie truite de 4 kg, très allongée. On voit qu'elle a grandi avec le temps et qu'on a respecté, on va dire, son rythme à elle. Elle a un ventre qui est plat. C'est un peu comme les humains peut-être, hein. Avec le ventre plat, on peut considérer que c'est une truite athlétique. Et voilà, vous le voyez bien là. Oh mince, elle s'est échappée. Pour qu'elles puissent développer une chair ferme, les truites ont besoin d'espace. Peyo pourrait en produire 3 fois plus, mais il privilégie la qualité et le confort de ses poissons. Dans ces bassins, elles remontent le courant comme dans une rivière sauvage. Peyo les nourrit avec des aliments bio, de petits insectes et des crevettes. Une fois qu'elles ont mangé, c'est le repos, c'est le calme. Et là, elles vont laisser l'énergie pour digérer tranquillement. Et elles vont aller régulièrement s'alimenter en oxygène sous la chute et laisser la place au fur et à mesure à leur sœur, tout simplement. Petit, Peyo venait ici voir son père. Puis il s'est formé dans un lycée agricole avec la ferme ambition de prendre la relève. Ces poissons sont vendus frais ou fumés. La préparation a lieu dans cet atelier. C'est bon. Les filets sont découpés avant d'être imprégnés de sel de Bayonne. Puis vient l'étape cruciale, le fumoir pendant une nuit. On va voir un petit peu la couleur. Qu'est-ce que t'en penses là? Très bien. C'est homogène. Fumé. Oui. Ok. La texture aussi, là, pas mal. C'est homogène. Ce côté brillant, là, c'est un signe de qualité, là. Ouais. Et ensuite, celui-là, ici. Il a fallu plusieurs années pour trouver le bon dosage entre les différentes essences de bois. Un secret de famille. Très joli bande, ouais. Le bois, c'est, je pense, ce qui va faire 50% de la réussite du fumé. C'est ça et ça fait partie un petit peu du mystère. Bon, on va en révéler un petit peu. C'est-à-dire qu'on va utiliser la sciure de hêtre.
Alors le hêtre, pourquoi le hêtre? Parce que ici, sur le village de Banca, l'arbre qui domine, c'est le hêtre. Et on se dit, pour qu'il ait le caractère de notre village, on va utiliser cette sciure-là. Dernière étape, enlever les arêtes, une à une. Il faut 2 jours pour préparer une truite fumée. Les 200 grammes sont vendus 14 €, 2 fois plus cher environ qu'une truite bas de gamme en supermarché. Salut papa, ça va? Chez les Goicoechea, la truite de Banca, c'est un lien familial depuis 3 générations. À bord de cette Jeep, rescapé de la Seconde Guerre mondiale, le père de Peyo, Michel. Jusqu'à l'an dernier, c'est lui qui dirigeait l'exploitation. C'est extraordinaire, hein? Une saga familiale qui commence au sommet de cette montagne, le pic d'Anchalaoa. Et vraiment ça là, le soleil, quand il est clair là, c'est magnifique. Là. En 1915, Miguel, l'arrière-grand-père de Peyo, arrive du Pays basque espagnol pour fuir la misère. C'est l'époque où des bateaux entiers prenaient des jeunes Basques pour les amener en Amérique en tant que bergers. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé, le grand-père? Il est parti avec son baluchon de la vallée d'Escura, là-bas en Navarre. Et il est arrivé ici, à Banca. Il est arrivé au village. Son premier métier, c'est charbonnier. Charbonnier, c'est fabriquer du charbon pour le distribuer dans les fermes. Et on l'appelait Batitamiel Belsa, parce qu'en faisant du charbon, il était tout noir. Donc c'était le premier immigré noir du village, vous voyez. Miguel va ensuite fonder une scierie. Son fils, Jean-Baptiste, le grand-père de Peyo, travaille avec lui jusque dans les années 50, avant de se reconvertir dans une activité nouvelle et porteuse, l'élevage de truites. À chaque génération, une nouvelle étape. Michel a lancé la truite fumée. Peyo, lui, est parti à la conquête des grands restaurants avec la même volonté d'entreprendre que son grand-père. Le fait déjà de rester ici et de poursuivre toute sa création, c'est ma façon à moi de le remercier. Et je pense que s'il nous entend, il serait content. Aujourd'hui, Peyo se paye 2 000 € net par mois. Si c'est lui qui dirige l'entreprise, ses parents sont encore là pour le conseiller. Ah, c'est une cérémonie. Les tranches sont bien fines, bien égales. C'est là qu'on les apprécie. Quand la saveur se répartit sur la largeur de la tranche. Voyons. Qui veut goûter? Alors, on les goûte régulièrement pour contrôler la qualité. L'experte, c'est Terecha, sa mère. C'est comme le vin. On le met en bouche, on voit un petit peu les saveurs. Et celui-là, il est vraiment parfait. Pas trop de sel, pas trop fumé. Excellent. Après l'entrée, de petites truites servies avec une sauce à l'échalote. L'entreprise familiale produit 60 tonnes de truites par an. Pas assez pour répondre à la demande. Mais pour ne pas perdre en qualité, Peyo refuse d'augmenter la production. L'un des premiers restaurants à avoir fait confiance à Peyo se trouve à Saint-Jean-de-Luz. En bordure de falaise, dans un palace. Lilura, charmeur en basque. Les 2 bœufs qui vont pas tarder là, s'il vous plaît. La 7, ça marche, s'il vous plaît? Charmeur comme Fabrice Idiard, 32 ans.
Ce natif de Bayonne a créé lui-même ce restaurant alors qu'il n'avait que 25 ans, avec une promesse, ne travailler qu'avec des producteurs locaux. Le produit phare, il restera toujours basque. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire, parce que je suis attaché à ça, et parce que je connais ça, et parce que j'aime ça, tout simplement. Peyo, il a... L'un des plats de son menu gastronomique. Elle est belle, elle est brillante. Ça fait plaisir. La truite de Banca. Servie avec de fines tranches de lard. Il provient du cou du cochon, le papacha. Nickel. Papier. En fait, on va se servir du gras qu'a rendu le papacha. C'est bien parce que ça va le saler naturellement avec le gras du cochon. Ouais. Ça va le nourrir. C'est entre une ventrèche et un lard. Il y a un peu de viande, un peu de lard. La cône est grillée, croustillante. C'est excellent. La truite est saisie, quelques minutes, sous la chaleur de la salamandre. Pour le dressage, une poudre d'algues, d'eau douce et une purée de patcharan. Patcharan, baie de prunelle sauvage, qu'on a mis au vinaigre en fait. Vinaigre un peu sucré. Pourquoi? Parce que c'est très acidulé déjà. Donc en fait, on va se servir de son côté très parfumé, très acidulé. Ici, traditionnellement, on a l'habitude de le boire en digestif avec de l'alcool anisé. Mais bon, il est très intéressant aussi différemment et donc comme ça. Voilà la truite de Banca. Ça, c'est 100% basque. Après cette entrée, Fabrice Idiard propose dans son menu gastronomique sa version des chipirons, grillés et assaisonnés avec de l'ail noir, confit pendant 45 jours dans l'eau. Un point saignant. 2 plats de résistance, un poisson et une viande. Du bœuf de Galice avec une partie braisée, la joue braisée, le filet snacké avec des petites pommes de terre fumées et des oignons rouges acidulés. Au lieu de braiser la viande au vin rouge traditionnellement, on la braise à la bière basque. Et pour le dessert, une mousse de fromage de brebis basque, du riz soufflé, de la confiture de lait et des copeaux de truffes noires. Un menu gastronomique vendu 70 €. C'est joli. Patidou, châtaigne et bouillon coco curcuma. Bonne dégustation. Merci. Tu n'as pas pris le vin, du coup? Je reviendrai. Je reviendrai parce que c'est la première fois. C'est délicieux. C'est très bon. C'est très fin. Il n'y a rien à dire. Un menu que Fabrice Idiard renouvelle chaque jour, au gré de son inspiration et de ce qu'il trouve sur le marché de Saint-Jean-de-Luz. Bienvenue au paradis, la paella du roi, de père en fils, depuis 1742. Le marché se tient sur le parvis des Halles, chaque vendredi. Un endroit riche de ses stars locales, le piment d'Espelette, le jambon de pays. Je vous fais goûter déjà un petit peu? Les gâteaux basques ou le fromage de chèvre. Le chef l'arpente chaque semaine avec son second. Ça permet de s'imprégner des saisons. On peut choisir, on regarde, on échange et on goûte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Oui, ça va. C'est bien. Vous allez faire quoi avec ces épinards? Aucune idée encore. On verra. Mais on va faire quelque chose avec. Quand on a le produit qui est beau, après ça vient tout seul. Devant les fourneaux, ça va venir. Alors. Ça, c'est la vraie carotte. On dirait qu'elle est pas belle, mais elle est magnifique en fait. Je suis paysan, monsieur, oui, c'est marqué là. Hein. À la semaine prochaine. Adieu. Ici, on trouve également des produits moins connus, comme cette nouvelle spécialité basque, le kiwai. Ça fait un peu comme le Très bon.
Très très bon. C'est entre le kiwi, le fruit rouge et une mûre. Originaire de Chine, plus riche en vitamine C qu'une orange, ce fruit est désormais cultivé dans l'arrière-pays. Fabrice le sert en marmelade avec son plateau de fromage. Pour les produits qu'il ne trouve pas sur le marché, Fabrice connaît une épicerie fine, à ciel ouvert. À 1h30 de la côte, un coin de montagne où vit sa famille. Avec Jean-Charles, son cousin, employé au restaurant, Fabrice retrouve son oncle Tatoun. Bon, y a rien alors? Mais là, il n'y a rien. Pour une cueillette, à la recherche de baies, d'herbes, de fleurs. Ah, par contre, il y a des mûres là, Jean-Charles. Ah ouais. On peut ramasser les rouges, même si elles sont pas mûres. Goûte l'acidité là. Au lieu de mettre par exemple un trait de jus de citron qu'on pourrait mettre avec un poisson, on va se servir de cette acidité de fruits. En même temps, il y a un côté floral hyper intéressant pour finir notre plat. Bon, regarde ce qu'il reste des pacharanes. Il doit rester, je pense. Enfant, Fabrice passait ses étés dans cette montagne, guidé par Tatoun, boucher, et un autre oncle, berger. Ils lui ont fait découvrir ces fruits sauvages, comme les pacharanes, les petites prunes qu'il sert aujourd'hui avec la truite de Banca, ou les pachakas, des pommes acides. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son parfum, et on peut le passer à la centrifugeuse, faire un jus de pommes très acidulé, qu'on peut se servir en dessert. Chez lui, je sais pas, la cuisine, j'ai toujours connu patauger avec sa mère là-bas, là, à faire des gâteaux, faire n'importe quoi, hein, mais... Une mère aide-soignante qui a toujours aimé cuisiner. Des repas de famille autour de l'agneau grillé et des produits de la région. De quoi éveiller une vocation. À 18 ans, Fabrice entre dans une école hôtelière avant de faire ses classes dans des restaurants étoilés. Le voici avec sa promotion autour de Paul Bocuse et Alain Ducasse. C'est devenu une évidence en fait. Je me suis dit, j'ai envie de retranscrire la chance que j'ai eue depuis gamin de connaître ces produits, de connaître ces ambiances familiales, ces repas. Et aujourd'hui, à mon petit niveau, j'essaie de retranscrire ça. Fabrice a choisi d'exporter les saveurs de ces montagnes sur la côte. D'autres ne quitteraient pour rien au monde cette vallée des Aldudes. Jean-Marie au safrin, 43 ans, est éleveur de brebis. Des manèges tête noire, typiques de la région. Leur lait sert à fabriquer l'osso irati, le fromage du Pays basque. Dans la famille de Jean-Marie, on est berger, de père en fils. L'esprit de liberté, là on est vraiment chez nous, naturellement, et puis le paysage, je crois qu'il parle tout seul, hein. Il parle tout seul, voilà. On est né là et on gagne notre pain ici. Si ces brebis représentent 50% de ses revenus, Jean-Marie s'est lancé depuis 15 ans un autre défi. Relancer l'élevage de cochons Quintoa, l'une des races les plus anciennes d'Europe, qui a permis au Moyen-Âge l'essor économique de cette vallée enclavée. Là, c'est le restaurant. Un seul service. Là, ils ont les châtaignes. Hein. C'est le mois d'octobre. Ils ont un pain, c'est la pleine saison des châtaignes. Et voilà, c'est leur seul repas. Ça leur suffit amplement. Au début des années 80,
Cette race a failli disparaître. Il ne restait plus que 25 cochons. Le porc blanc, plus productif en viande et plus rentable, avait envahi le marché. Aujourd'hui, en pleine crise de la filière porcine, le choix de la qualité sur le rendement s'avère payant. On ne peut pas comparer, on est à 3 fois plus cher. Il y a un an d'élevage, donc automatiquement, il y a beaucoup plus de frais d'alimentation. Nous, c'est la qualité avant tout, et c'est ça qui nous permettra toujours de vivre et de faire vivre ce territoire. Des cochons élevés en liberté, 2 fois plus longtemps qu'un porc industriel. Donc Bulu Beltza, Kaskoina, Sangomakura, Guernesha, voilà. 100% basque, y compris les prénoms. Hein. Pour sauver cette race, Jean-Marie a rejoint 6 éleveurs qui, les premiers, se sont organisés en coopérative. Aujourd'hui, dans la vallée, ils sont 70 à faire du Quintoa. 2500 porcelets naissent chaque année. Tchaudi, 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 tchaudi. Tchaudi, 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 tchaudi. Donc ici, c'est un peu le temple, hein. C'est notre temple du jambon. Dans ce séchoir, 70 éleveurs affinent 45 000 jambons. Seuls 500 appartiennent à Jean-Marie. Tous les 15 jours, il vient les contrôler. Celui-ci a 6 mois. Là, voilà, là, ça sent déjà la viande qui est séchée. Et qu'on sent bien déjà, on commence à percevoir un petit peu les fruits de sous-bois, ce goût un petit peu de noisette, là. L'affinage dure 24 mois, contre 9 pour le jambon cru industriel. Cet atelier est ouvert au vent et à l'air marin. En séchant, chaque pièce perd 35% de son poids et concentre ainsi ses saveurs. Le temps apporte surtout du goût. Il y a de plus en plus de goût qui sort de ce jambon-là. On peut dire que c'est comme le vin. Un affinage long sera toujours un gage de qualité. Celui-là, je vais le prendre. Voilà, ça fait quand même le bonheur de beaucoup. Le nôtre d'abord et le bonheur des autres. Vous êtes fiers, voilà. J'ai l'impression. Là, oui, on est fiers. Le prix du bonheur, 300 € pièce, contre 70 pour un jambon cru ordinaire. Maintenant que le porc basque est sauvé, il faut le développer. Les éleveurs veulent obtenir une AOP, appellation d'origine protégée. Un label européen, gage de qualité. Egunon. Bonjour. Pour cela, Jean-Marie a réuni ce matin quelques-uns des meilleurs chefs de la région pour qu'ils l'aident à compléter son dossier de candidature auprès de l'Union européenne. Bon, aujourd'hui, donc on va vous faire travailler un peu. Hein. Adieu. C'est une procédure très officielle. Il faut établir la zone de production, l'origine de la race et définir le goût précis du jambon Quintoa. Les chefs vont devoir mettre des mots sur ce qu'ils vont déguster. Quand vous le goûtez alors, comment vous pouvez préciser un peu ce que vous sentez? Ce que vous goûtez, l'odeur Bien travaillé et tout. Il y a peut-être un goût de pierre, pas crayeux, mais c'est comme une odeur de silex ou c'est un petit peu. Ça a le goût du territoire. Voilà. C'est fondant et c'est pas filandreux, ça fond dans la bouche. Ça c'est bon. C'est bon. Ça veut dire le gras il fond pas et ça reste fruité. Ce que j'ai goûté, je pense que c'est quelque chose qui peut se chauffer, ne pas se modifier et au contraire peut-être avoir encore un petit peu plus de valeur.
Évidemment, on peut manger une assiette de jambon toute simple. Hein. Mais après, si on veut s'amuser, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce jambon. En France, un seul jambon bénéficie de l'AOP. Il est corse. Il y en a 9 en Europe, parmi lesquels le jambon de Parme. Une AOP, c'est le signe de qualité le plus distinctif de tous les signes de qualité qui existent en Europe et dans le monde. Ce label a déjà permis à un autre produit du Pays Basque de se faire connaître bien au-delà de ses frontières. Au pied des montagnes de la Rune, l'un des emblèmes de la région. Le piment d'Espelette. Cette épice a décroché une AOP en 2008 et depuis sa production a doublé. Les frères Castanchoa le cultivent depuis 4 ans. Il a les mêmes couleurs du Pays Basque, c'est-à-dire le rouge et le vert. Donc c'est déjà pas mal ça. On peut faire une petite comparaison avec les Basques, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de caractère. Il va relever le plat, mais il ne va pas être agressif. Et ça, c'est les Basques. Il est fort et subtil à la fois. Originaire du Mexique, le piment est introduit ici au XVIe siècle par les conquistadors. Avec le climat chaud et humide du Pays Basque, il va trouver les conditions idéales pour se développer. Ouais. Raphaël et Bartosz, vous avez quand même être en deux. Jusqu'au début des années 2000, Chabi était ingénieur en aéronautique. Mathine, lui, travaillait dans un centre pour personnes handicapées. En 2003, à la mort de leur père, agriculteur, ils héritent de ces terres. Elles sont constructibles et on leur en propose un bon prix. Pourtant, ils refusent de les vendre. C'est pas quelque chose qui était envisageable pour moi parce que vendre les terrains que nos ancêtres ont mis des années à acquérir, ça aurait été j'aurais senti un peu comme une trahison. Trahir un peu mes ancêtres dans le sens où on rompt le lien et après c'est perdu à jamais, quoi. Ils font le pari de reprendre l'exploitation de leur père. Élevage et polyculture d'abord, puis en 2010, le piment d'Espelette, 2 ans après l'obtention de l'AOP. Sans aucune expérience, ils misent tout de suite sur le haut de gamme. Leur piment est bio, cueilli quand il est rouge à 100%, pour qu'il soit plus fort en goût. On soulève par bas vers haut. On doit entendre clic. Il faut avoir bon dos. Pourquoi? Parce que c'est quand même dur à être plié toute la journée, quoi. Les fruits tachés qui peuvent altérer le goût de la poudre sont éliminés. 10% de la récolte est ainsi jetée. Le reste est choyé. Mais ça permet d'enlever toutes les petites impuretés qu'il y a sur le piment, c'est-à-dire que ça soit une petite feuille comme ça ou un petit peu de terre pour qu'il soit vraiment parfait. Les piments vont sécher pendant 15 jours dans cette serre ventilée à 25 degrés. Les fruits sont ensuite équeutés pour éliminer l'amertume. 10 saisonniers sont affectés à cette tâche. Parmi eux, Jocelyne et Philippe, 2 retraités normands qui viennent ici depuis 4 ans. 30 heures par semaine, rémunérés au SMIC horaire. On est à la retraite, et puis la retraite, elle n'est pas terrible. Et c'est pour ça qu'on vient ici. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça nous a permis cette année de renouveler des fenêtres sur la maison. Sur la maison, chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Simplement. Et puis d'avoir une qualité de vie, enfin, pouvoir se faire des petits extras de temps en temps qu'on ne ferait pas autrement. De mettre un peu de piment dans votre vie? Exactement. Après avoir passé 48 heures dans ce four, à feu doux, le piment est prêt à être broyé. Il faut 8 kg de piment frais pour 1 kg de poudre. Voilà.
On voit qu'il est bien craquant, même en entendant le bruit. Comme une chips. Et se dégage une odeur qui est vraiment très très agréable. À leur début, pour se faire connaître, Chabier et Matine parcourent les foires et les marchés. En 2013, ils obtiennent la médaille d'or du Salon de l'Agriculture. Une récompense qui les met en confiance. Nous, on est très très attirés par la gastronomie française. On adore tout ce que font les grands chefs. Les grands chefs. Et c'est tout naturellement qu'on a essayé de taper à leur porte et puis de leur présenter ce qu'on faisait. C'est Hélène Darroze, meilleure femme chef du monde, qui la première succombe à leur piment. Suivent d'autres chefs comme Christian Etchebest ou le 2 étoiles Christian Constant. Donc voilà le fruit de notre travail. Une épice vendue 50 € le kilo. Et il a une belle couleur, il est entre le rouge et l'orangé. Il sent très bon, des parfums de tomates mûres. Il est très fruité. Depuis l'an dernier, les frères Castanchoa peuvent enfin vivre de leur exploitation. Ils se dégagent même un salaire de 800 € net par mois. Le piment, les jambons, sont les trésors des montagnes basques. Mais cette gastronomie peut compter sur un autre atout, l'océan. Il est 4 h du matin sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Mataf et son matelot Timo entament une journée de 10 heures en mer. Le même rituel, 6 fois par semaine. Mataf, 29 ans, des allures de corsaire. Originaire de Montauban, il a été soudeur, mécanicien et même para. Il y a 4 ans, il choisit de devenir pêcheur, même si chaque matin, il ne sait pas s'il va gagner sa journée. Ça peut être tout ou rien, même d'un jour à l'autre, voilà, ça peut changer. Comme je disais, il peut y avoir bien une journée, puis le lendemain, ça coupe, là, il n'y a plus de poisson, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas dans les bons fonds? Est-ce que le poisson il s'est un peu échappé? Est-ce qu'il y a du courant? Est-ce que... On ne sait pas. Direction la faille de Cap-Breton pour pêcher le merlu, qu'on appelle aussi le colin. Au Pays Basque, depuis 30 ans, l'utilisation des filets est interdite pour protéger les fonds marins. On pêche le merlu à la palangre, une ligne de 1800 mètres de long, avec 500 hameçons garnis de sardines. Ça, on appelle ça le peita. Et donc, on met ça au bout des hameçons quoi, pour pêcher, quoi, en espérant que le merlu il mange la sardine. Ça dépend, des fois ils aiment, des fois ils n'aiment pas. Je sais pas. Matché! La ligne est ensuite tractée sur 5 km. C'est quoi la technique? C'est d'aller pas le plus vite possible, mais c'est de ne pas se prendre d'hameçon dans les doigts. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Merde. Non mais là ça va, on a beau temps, c'est tranquille. C'est mieux ça que d'être enfermé dans un bureau, je pense. Il faut agir de nuit, à l'heure où les merlus remontent vers la surface pour chasser. Le moment où ils sont le plus vulnérables. Allez, parti le ballon. Bye. Une fois que le matériel est à l'eau, et puis ça fait plaisir de voir le jour se lever, oui. C'est jamais pareil, c'est jamais dans les nuances de couleurs, enfin un peu tout, quoi. Même la côte, on peut la voir ou ne pas la voir avec la brume, avec les nuages, donc c'est jamais... pour moi, c'est différent chaque matin. Mataf est l'héritier d'une vieille tradition. Dans la région, on pêche le merlu depuis le Moyen-Âge. La mer a fait la fortune du Pays Basque. Jusqu'au XVIIIe siècle, on y harponnait même des baleines. Plus récemment, dans les années 50, on chassait le thon. Aujourd'hui, à cause des quotas européens et de la concurrence espagnole, il ne reste qu'une centaine de pêcheurs basques.
3 fois moins qu'il y a 20 ans. C'est le moment de vérité, là? Ben ouais, on va voir si ça a pêché ou pas. Je dis là, il n'y a pas grand-chose. Parce que le merlu, c'est un poisson ingrat. Parce que des fois, nous, on se lève le matin pour lui, et ben, lui, il se lève pas pour nous. Donc... Ah, tiens, voilà. Ça, c'est un merlu. Il a toutes ses écailles comparé à certains types de pêche où les poissons sont plus abîmés. Là, il est bien vivant et puis bien alerte. Si j'ai malheur de mettre les doigts dedans, il va m'expliquer que ça fait mal. Voilà. La pêche à la ligne permet de conserver le poisson en parfait état. Il n'est pas compressé comme dans un filet. Mais là, c'est des jolis, tu vois. Ça, on peut dire que c'est des jolis merlus. Ce poisson plutôt commun prend ainsi de la valeur. Il est vendu 2 fois plus cher. Ah putain, alors celui-là? Ça fait plaisir. Ah, oui. Combien celui-là? Je sais pas, il commence à être joli, on va dire. C'est un joli merlu, tiens. C'est beau celui-là. Ouais, il est joli, ouais. Il faudrait qu'il y en ait plus. Hein? 14 heures, Mataf rentre au port, déçu de la prise du jour. 45 kilos avec 1000 hameçons, là, donc bon, c'est rien, quoi. On espère que ça va faire du prix, parce que sinon, on va avoir les frais de la journée, ça énerve. J'ai le sourire, mais ça énerve, non, parce qu'on se dit, c'est dommage, il y a des fois, voilà, il suffit d'un rien, là, on sait pas, les courants, bon, voilà. Ces poissons vont maintenant être vendus à la criée. C'est là que Mataf va découvrir les cours du jour. Ils varient entre 5 et 15 € le kilo. Grâce à cette technique de pêche, le merlu a réussi à se hisser sur les tables des restaurants étoilés. Il est proposé à la carte au Rosier, l'un des 7 restaurants 1 étoile Michelin de la région. L'établissement est dirigé par André Rosier, 37 ans, la première femme à avoir décroché le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France, catégorie cuisine. Je vais récupérer un joli pavé et que je vais piquer donc un l'anchois. Cette chef possède aussi une table à Tokyo, où elle exporte la gastronomie basque. Voilà. Mais c'est ici qu'elle teste ses nouvelles recettes, comme ce merlu de ligne. On pique notre merlu avec le filet d'anchois. Et je me fais aider avec la pointe du couteau. Le filet sera servi avec du caramel de chorizo, une gelée de piment d'Espelette et une sauce à base de chipiron. Donc pour saisir, voilà, on le pose et ensuite on attend qu'il colore. Le fameux calamar basque, qu'André accompagne de tomates, d'oignons et de vin basque. L'irouléguy, qu'elle fait flamber. J'ai mouillé avec mon vin rouge, je vais l'assaisonner. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de sel et de piment d'Espelette. Il faut vraiment mettre le piment vers la fin, il ne faut pas le brûler. C'est pas comme un poivre où il n'aime pas l'agressivité. C'est quelque chose de subtil, de délicat, de très fin. Dernière touche, de l'encre de sèche pour la sauce au chipiron. Les calamars seront ensuite mixés. Vous voyez déjà l'odeur là? Là, l'odeur, on sent l'odeur du chipiron, du calamar. Là, ça se sent énormément avec le vin rouge. Moi, j'adore cette odeur-là. André prépare maintenant son caramel de chorizo. Elle rajoute de la gelée de piment d'Espelette, fabriquée à partir de fruits frais, broyés. Donc maintenant, on va pouvoir cuire notre merlu pour terminer la recette. Le poisson est saisi seulement 2 minutes pour ne pas dénaturer son goût. Donc vous voyez, là maintenant, je tourne mon merlu. J'ai mis mon piment d'Espelette et je vais le finir tout doucement, mais hors du feu, comme ça le piment ne brûle pas, surtout.
Le dressage commence par le mélange chorizo et gelée de piment. Là, on a notre sauce à l'encre calamar donc, qui est terminée. Donc, on va la mettre en fond d'assiette et on va venir poser notre merlu dessus. Voilà notre plat tout à fait terroir du Pays Basque. Tout le défi de la gastronomie basque est là. Sélectionner un produit ordinaire et le faire monter en gamme. C'est le cas d'une pâtisserie populaire, incontournable dans cette région. Le gâteau basque. À Saint-Jean-de-Luz, on le trouve sur les marchés. Au centre-ville, place Louis XIV. Ou encore rue Gambetta. Cette rue piétonne où depuis un siècle, une famille de pâtissiers s'est installée, les Pariès. Les gâteaux basques, on leur a consacré une vitrine entière. Françoise dirige la société avec son mari. Donc celui qui est à la cerise noire, le premier, parce qu'au début, il n'y avait que le gâteau basque à la cerise. Ensuite, vous avez le gâteau basque à la crème, cette fameuse petite amande douce qu'on va chercher du côté de Barcelone. Et ensuite, décliner toutes les individuelles, la crème, la cerise, le chocolat et le dernier né, la noisette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je fasse déguster un petit gâteau basque à la... Qu'est-ce que vous auriez aimé goûter? Un gâteau basque à la cerise? Ce gâteau a été inventé par deux sœurs basques au début du 19e siècle. Ça se gagne combien? De la farine, du beurre, du sucre, des amandes et des œufs. Et de la confiture de cerise noire. On est un pays généreux, vous avez vu? Allez. Je veux faire un petit sachet, tout ça. C'est de l'amande. On sent bien l'amande, un petit peu dans le coulis de cerise. C'est bon. Excellent. Pour monsieur. 8 € pour monsieur. Les Pariès possèdent 6 magasins, dont un à Paris. Voilà. L'été, ils vendent jusqu'à 800 gâteaux par jour, 16 € pièce. La relève est assurée. Céline, 38 ans, travaille avec sa mère depuis 6 ans. Voilà. J'ai fait mes études en pensant que j'allais arriver ici avec elle, enfin avec mes grands-parents qui étaient encore là à cette époque, et avec elle, bien sûr, pour longtemps, très longtemps. Ça fait partie de nous, c'est plus qu'un travail, c'est nous. Voilà, c'est quelque chose qui est en nous, qui nous ressemble, qu'on aime, on est gourmande, on est très gourmande. On est passionné. Je suis trop gourmande, oui. L'histoire commence en 1887. Jacques, l'arrière-grand-père de Françoise, installe à Bayonne une chocolaterie. La ville est alors la cité du chocolat en France, avec 31 fabriques. Puis ses grands-parents ouvrent en 1914 une deuxième boutique à Saint-Jean-de-Luz. Dans cette maison, où se trouve encore aujourd'hui le magasin. C'est ici que Robert, le père de Françoise, va le premier faire de la pâtisserie et le fameux gâteau basque. C'est la même maison, le même endroit. On a été élevés, c'est là où on se réveillait le matin avec les odeurs du chocolat, des croissants, le sucre, la vanille, tout ce qui a fait notre enfance, tout ce qui a fait notre vie. À la mort de son père en 1999, Françoise reprend l'affaire avec Alain, son mari. En 15 ans, le couple a multiplié le chiffre d'affaires par 6. 60 salariés travaillent désormais dans l'entreprise. Tous les gâteaux sont fabriqués dans un atelier près de Saint-Jean-de-Luz. Il est 4 heures, Peyo s'attaque à la pâte. Il en prépare 200 kilos pour réaliser 1000 gâteaux. C'est quoi ça? Ça, c'est le beurre. Beurre AOC. Et ici, du beurre concentré. C'est-à-dire, c'est du beurre, il n'y a quasiment pas d'humidité. C'est pas trop gras comme gâteau, ça? Non, pas trop, non. Le beurre, là, qui est très jaune, il y a 99,9% de matière grasse dedans. Puis un soupçon de sucre. Pas grossir, non? Non. Et quelques œufs, 500 précisément.
Les gâteaux sont ensuite fourrés. Cela à la crème, au goût de rhum et d'amande amère. Une pâtisserie qui tient au corps et qui doit sa popularité au berger basque. Si mes souvenirs sont bons, c'était en fait c'était un gâteau qui se conservait très bien quand ils partaient à la montagne avec les animaux et voilà, ça leur permettait de pouvoir se nourrir aussi en gardant un petit peu de plaisir. Si le parfum traditionnel à la cerise reste le plus vendu, Vous voulez pas pour chez vous? Là, ils sont tous beaux. Regardez, ils sont bien dorés. 4 fois par an, pour attiser l'envie, de nouveaux goûts sont testés. Bonjour. Françoise et Alain vont déguster 4 créations. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Tu me fais un bisou? Allez. Elles sont signées Stéphane Romer, le chef pâtissier maison. Et voilà. Wow. Autour du comptoir, les responsables marketing, production et qualité. Mais déjà, ils sont beaux, hein? Déjà, ils sont beaux. Sur les 4, il va falloir en choisir un. Donc le premier, j'ai fait pistache griotte avec une pâte de pistache maison. Déjà, à la coupe, il est bien tendre, bien mou, moelleux. Moi, j'ai la chance d'avoir un bout qui est en bonne tenue. Là. La griotte, elle se mélange bien avec la crème. Ouais. Par contre, en pistache, je le trouve un petit peu léger. Non? Plus d'amande. Ouais. On passe au second? Donc c'est un gâteau basque aux agrumes. Donc c'est une crème d'amande normale. Et à l'intérieur, il y a un confit d'orange. T'aimes, bien sûr. Ouais. Hein? J'aime toujours le côté acidulé des fruits. Ça amène un plus dans ces gâteaux. Alors c'est très bon, mais pareil, je trouve qu'il y a un peu trop de crème et moi j'aime bien l'agrume. Le troisième est à base de crème de marron et brisure de marron glacé. Celui-là, j'aime pas trop. Trop de rhum, trop de sucre. Non, le sucre. Éliminé. Ouais. Avec le gâteau basque, tout n'est pas permis pour autant. Il est risqué de sortir du moule. Quand on est monté à Paris s'installer, créer quelque chose de nouveau, on a fait un gâteau basque carré. On s'est fait, entre parenthèses, démonter par les clients, quoi. Ils nous ont dit qu'est-ce que c'est ça, c'est pas des basques, un basque c'est rond, etc. Donc on a été obligé de revenir en arrière, de refaire des gâteaux basques traditionnels ronds. Voilà. Alors, qui déciderait le... Qui voterait pour le pistache premier? griotte? Le Voyons. premier. Vous deux, en goût? Ouais. D'accord. Donc, et l'agrume, le deuxième. Voilà. Je pense que la majorité a parlé. Ça y est? Et on de le faire. Alors, merci bien tout le monde. Allez. Une autre création a conduit les Pariès vers une nouvelle aventure. À Urugne, sur 8 hectares, Alain Pariès a planté l'année dernière 4000 noisetiers. Le chef d'entreprise s'est fait paysan pour relancer une culture typique de la région, des noisettes qu'il veut mettre dans son gâteau basque. Avec cette idée-là de remettre des noisetiers au Pays Basque de manière professionnelle, hein, puisque bon, c'est quand même pas un jardin ludique, on va recréer un patrimoine qui avait un petit peu disparu, quoi, dans le temps. On est fiers de ça, hein, de faire ça avec Françoise. Sauver le patrimoine, mais aussi faire des économies. Car Alain achète 12 tonnes de noisettes par an en Italie. Ces dernières années, les cours ont triplé, passant de 6 à 19 € le kilo. Voilà. Et puis on va lui souhaiter une longue vie. Hein. Planter ses propres noisetiers doit lui permettre d'être autonome. Et pour les protéger des nuisibles comme les chevreuils, Alain a une technique bien à lui. Là, je distribue des cheveux autour du champ, des cheveux qui me sont donnés par une copine coiffeuse. Ça sent l'humain, quoi. Vu que c'est leur principal prédateur, ils s'en moquent, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà. Et cette année, on a la surprise d'avoir nos premières noisettes
Bon, il n'y en a pas des centaines de kilos, il n'y en a que juste quelques-unes. Et oui, elles sont magnifiques en plus. Hein. Petites noisettes comme ça peut remplir de bonheur leur cœur d'un homme. Ouais. Dans les mois à venir, Alain projette de planter encore 6000 arbres. Sa première récolte est prévue pour l'automne prochain.